Donc, je voudrais vous parler aujourd'hui de la mesure mondiale de la pauvreté. Alors, c'est un sujet qui est très intéressant pour des gens qui sont dans la recherche, parce que c'est peut-être un des rares exemples dans lequel on a la recherche qui a produit une décision, une orientation forte de politique économique. Et je vous explique pourquoi. Les premières mesures de pauvreté mondiale, et j'en parlerai de façon un peu plus précise tout à l'heure, ont été réalisées par des chercheurs, en fait des chercheurs de la Banque mondiale, mais des gens qui sont vraiment partie de l'équipe de recherche et pas vraiment parmi les opérationnels. Et l'artisan de ça était Martin Ravalion, qui un jour s'est dit, mais on a toutes ces enquêtes disponibles auprès des ménages dans des pays en développement. Chaque enquête nous donne de l'information sur le degré de pauvreté qu'il peut y avoir dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas toutes ces enquêtes ensemble et on n'essaye pas de mesurer la pauvreté dans le monde, en tout cas dans le monde en développement? Et donc ils étaient plusieurs, imaginé une façon d'agréger ces différentes enquêtes, une façon de rendre comparables les unités monétaires locales dans lesquelles étaient exprimés les chiffres des enquêtes. Et puis ils ont produit une estimation de la pauvreté mondiale, et je crois que c'était vers la fin des années 90. Et en fait, c'est des estimations qui ont été faites dans les années 80, c'est une estimation qui a été faite à partir du début des années 80. Et au moment où a eu lieu la déclaration du millénaire des Nations Unies, qui ont lancé les objectifs du millénaire, je ne sais jamais comment on dit, les objectifs pour le millénaire du développement. Maintenant, c'est dépassé, c'est les objectifs de développement durable. À cette époque-là, il fallait avoir un objectif en termes de pauvreté mondiale. Il était évident qu'il y avait une mesure qui existait. Et cette mesure a été reprise et devenue une mesure officielle, d'abord issue de la Banque mondiale, ensuite reprise par l'ensemble des organismes internationaux, les Nations Unies en premier lieu, et c'est devenu une mesure officielle. Et au moment où c'est devenu une mesure officielle, ou quelques années après, on s'est rendu compte que, quelque part, c'était un boulot de chercheur, donc pas mal de bidouillage, et qu'il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas complètement satisfaisantes et qui n'étaient pas nécessairement complètement légitimes aux yeux de pas mal de gens. Pourquoi tel seuil de pauvreté? Comment est-ce qu'on agrégeait les choses? Et on s'est retrouvé avec des difficultés sur cette mesure de la pauvreté mondiale, avec des critiques nous disant « mais qu'est-ce qui se passe? Vous venez de changer les estimations de pauvreté dans le monde, qu'est-ce qui justifie ça? La Banque mondiale est en train de maquiller les chiffres parce qu'elle ne veut pas reconnaître que la pauvreté ne diminue pas aussi vite qu'elle le voudrait, etc. etc. » Et donc on se retrouve dans une situation qui est intéressante, c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. C'est le fait qu'une idée brillante de la part de chercheurs, réalisée avec les moyens du bord, avec les bouts de ficelle avec lesquels on est habitué à travailler, finalement débouche sur quelque chose qui est parfaitement officiel, et parce que c'est officiel, devient critiquable, devient un enjeu de politique économique, un enjeu de débat dans la communauté internationale du développement. Il se trouve que j'ai quitté la Banque mondiale en 2007 avec un gros problème lié à la mesure de la pauvreté mondiale, parce qu'on venait d'annoncer aux Chinois qu'ils avaient beaucoup plus de pauvreté qu'ils ne pensaient. Parce qu'on venait de réestimer un certain nombre de chiffres pour la pauvreté mondiale. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, on a annoncé aux Chinois que finalement, ils avaient beaucoup moins de pauvres qu'ils pensaient. Simplement parce que, de nouveau, on venait de réviser les chiffres. Il y a quelque chose qui est évidemment un petit peu insatisfaisant dans une situation de ce type-là. Et c'est la raison pour laquelle il y a une réflexion qui est en cours sur qu'est-ce qu'il faut faire pour mesurer la pauvreté mondiale de façon à peu près satisfaisante. Et c'est de ça que je vais parler. Alors, les enjeux et les défis d'une mesure de la pauvreté mondiale sont relativement évidents. L'enjeu, c'est
le fait que la communauté internationale s'est engagée à éradiquer la pauvreté, d'abord diminuer de moitié dans les OMD, ensuite éradiquer complètement ou ramener à 3%, c'est l'objectif de la Banque mondiale pour 2030 dans les ODD. Et évidemment, ça implique une définition de la pauvreté. Cette définition, elle est purement monétaire et elle se définit comme un certain revenu, une certaine dépense de consommation par jour et par personne, exprimée en dollars, mais en corrigeant les taux de change officiels par des indices de parité de pouvoir d'achat pour une année de référence. Et la définition de la pauvreté, c'est simplement qu'on essaie de mesurer le nombre de gens qui sont sous ce seuil dans le monde. Autre élément important pour répondre à cet enjeu, on a besoin d'une évaluation qui ait lieu à intervalles réguliers. On ne va pas se permettre d'attendre 10 ans, d'attendre 15 ans pour savoir si la pauvreté a diminué ou augmenté. Il y a une question de monitoring pour la communauté internationale. Si on se rend compte que la pauvreté diminue très lentement, il faut prendre des dispositions. Si on se rend compte qu'elle diminue plus vite, il faut effectivement s'en féliciter. Mais il y a aussi un défi dans la production. Il y a un défi qui est d'abord purement statistique, et je vais en parler dans un instant. Mais il y a aussi un défi conceptuel, parce que cette mesure de pauvreté définie comme un seuil monétaire est fortement critiquée par beaucoup de gens. Pourquoi un seuil international uniforme ? Quand on demande aux gens dans un pays donné quelle est pour eux la signification de la pauvreté, beaucoup de gens, aujourd'hui, la mesure, c'est le 1,90 $ en parité de pouvoir d'achat par jour et par personne. Vous allez au Brésil, par exemple, un pays qui fait l'actualité en ce moment. Vous dites aux gens, la pauvreté, c'est 1,90 $. Les gens disent, vous rigolez. Pour nous, c'est minimum, avec cette aune-là, c'est minimum 5 $. Et donc, il y a déjà cette première critique. Ce seuil uniforme pour tous les pays, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une autre critique qui dit, vous avez un seuil absolu. Pourquoi ne pas faire comme les Européens et avoir un seuil relatif ? De dire les gens qui sont pauvres, c'est les gens qui sont en dessous de la médiane, enfin d'un certain pourcentage de la médiane. Il y a un problème de définition. Pourquoi uniquement le monétaire ? Pourquoi ne pas prendre en compte d'autres dimensions du bien-être des individus, comme la santé, comme la sécurité, comme le logement, comme l'environnement, etc. Et tout ça fait partie du débat qui entoure la pauvreté globale, la mesure de la pauvreté mondiale. Et ce sont ces défis dont je voudrais parler dans cette présentation. Alors le défi statistique, c'est avant tout le problème de comparabilité. Si on se tient à la pauvreté monétaire, c'est avant tout le problème de la comparabilité entre pays et au cours du temps. Il faut rendre les pays comparables. Il faut rendre comparable le fait qu'un individu en dessous d'un certain seuil monétaire dans un pays a à peu près les mêmes conditions de vie que quelqu'un qui est en dessous du même seuil monétaire dans un autre pays. Et il faut aussi la comparabilité au cours du temps, évidemment. On veut être capable de ne pas être dans la situation que j'écrivais tout à l'heure à propos de la Chine, ne pas être capable. On veut éviter d'avoir à dire « Attendez, on révise complètement nos chiffres. Les nouveaux chiffres, ce sont ceux-là. » Et d'ailleurs, je trouve que si vous allez aujourd'hui sur le site de la Banque mondiale, vous verrez que tous les chiffres de pauvreté sont indiqués avec la nouvelle norme, et que c'est extraordinairement difficile de trouver l'ancienne norme, ce qui est relativement gênant dans la mesure où il y a un problème de manque de transparence. On voudrait savoir exactement ce qu'a changé la nouvelle norme. Alors, la comparabilité, ça signifie qu'il faut prendre en compte des questions du type c'est quoi la mesure monétaire ? Est-ce que c'est du revenu ? Est-ce que c'est de la dépense de consommation ? Est-ce qu'on divise pour obtenir le bien-être d'un individu par le nombre de membres du ménage ? Est-ce qu'on divise par l'unité de consommation ? Pour certains, est-ce qu'on essaye de prendre en compte le problème du partage à l'intérieur du ménage, qui est un problème définitivement non trivial ? Ces questions-là font partie de l'analyse qu'on doit développer pour cette mesure de pauvreté mondiale.
Il y a aussi, et c'est un problème majeur, le problème de la conversion des monnaies locales en pouvoir d'achat international, et je vais en parler beaucoup plus en détail dans un instant. Et puis il y a le problème des données. Les enquêtes, les données, ce sont les enquêtes auprès des ménages. La couverture de ces enquêtes, est-ce qu'elle est satisfaisante, est-ce qu'elle n'est pas satisfaisante? On sait que dans beaucoup de pays, il y a des populations qui sont purement et simplement oubliées, qui ne sont pas du tout couvertes par les enquêtes. Et il y a aussi un autre problème, c'est que dans un certain nombre de pays, on n'est même pas sûr de la taille totale de la population. Je parle à des démographes, et je pense que vous êtes sensibles à ce genre de problème. Il y a tout de même une certaine imprécision dans beaucoup de pays, en tout cas entre deux recensements sur la taille de la population. Donc quand on a un échantillon de ménages et qu'on extrapole à l'ensemble de la population pour mesurer la pauvreté mondiale, il y a évidemment un petit problème si les chiffres de population ne sont pas corrects. Et puis la périodicité, est-ce que ce sont des enquêtes qui sont réalisées sur une semaine, sur un mois? Est-ce qu'on demande aux gens des revenus sur une année, ce qui est souvent le cas par exemple dans le secteur agricole? On sait que ça peut modifier de façon assez radicale la mesure de la pauvreté. Et la périodicité, évidemment, on veut des enquêtes qui soient faites régulièrement. Le défi conceptuel, c'est les alternatives à la définition monétaire de la pauvreté, d'autres mesures de la pauvreté que le nombre de pauvres. J'ai, dans ma carrière de chercheur, beaucoup travaillé sur les questions d'indices de pauvreté et d'indices d'inégalité. J'ai essayé de promouvoir un certain nombre d'indices de pauvreté et je dois dire que je suis toujours extrêmement déçu de voir que la seule et unique mesure, c'est le nombre total de pauvres qui est un indice extraordinairement grossier et qui manque des dimensions importantes de la pauvreté, notamment la gravité de la pauvreté. Ce qui est important, c'est non seulement de savoir qu'il y a tant de gens en dessous du seuil, mais c'est important de savoir à quelle distance ces gens sont du seuil, évidemment. C'est l'histoire de pauvreté absolue ou relative, seuil uniforme ou seuils nationaux, et puis ce grand débat sur la multidimensionnalité de la pauvreté, et en particulier, vous savez peut-être que depuis maintenant 2, 3 ans ou 4 ans, les Nations Unies publient un indice multidimensionnel de la pauvreté basé sur un comptage de déprivation. C'est un terme franglais ou pour adapter le terme anglais en français. Et il y a effectivement quelque chose d'important dans cette multidimensionnalité, j'en dirai un petit peu plus. Donc voilà les enjeux et les défis. Alors, parce qu'il y a eu cet incident avec la dernière conversion, la dernière correction des chiffres de pauvreté mondiale à la Banque mondiale et aux Nations Unies, la Banque mondiale a décidé de nommer une commission pour réfléchir à ce qu'il fallait faire pour corriger ces problèmes et réfléchir beaucoup plus loin à ce que devrait être une mesure de la pauvreté mondiale satisfaisante. Et la banque a demandé à Tony Atkinson de prendre la direction de cette commission. Cette commission a travaillé un certain temps. Tony Atkinson est en charge de rédiger la dernière version de ce rapport, qui sera remis uniquement en juillet 2016. Donc, j'aurais dû vous prévenir dès le départ. Il y a un embargo sur tout ce que je vais dire, puisque rien n'est officiel. Mais j'ai présenté les choses de telle sorte que c'est plutôt des questions posées que des réponses apportées. Donc, si vous êtes intéressé par les réponses, attendez le mois de juillet 2016 et vous pourrez lire le rapport de cette commission. Mais c'est une commission intéressante dans la mesure où on a essayé de mettre sur la table vraiment la totalité des questions que soulevait la mesure de la pauvreté mondiale. Donc voilà comment je vais procéder. D'abord, je vais faire une petite histoire de la mesure de la pauvreté mondiale par la Banque mondiale, puisque c'est là que les choses se sont passées. Ensuite, les problèmes de l'ajustement 2015, qui ont déclenché cette prise de conscience sur le besoin de revoir notre copie, et un certain nombre de questions abordées par la commission Atkinson, et ce sera plutôt une liste de questions plutôt que de réponses.
Alors, une histoire de la mesure de la pauvreté mondiale. Je commence par ce tableau. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ça, c'est la première tentative de mesurer la pauvreté dans le monde. Ça remonte à 1979. Ça a été fait par une équipe de chercheurs qui était pilotée par Montek Ahluwalia, un Indien qui, depuis, a eu des responsabilités importantes en Inde. Et la façon dont ils ont procédé, c'était probablement une époque où, dans la pensée sur le développement, et surtout à l'intérieur de la banque, sous l'impulsion de Hollis Chenry, qui était à cette époque l'économiste en chef, il y a vraiment une réflexion sur la redistribution, sur l'équité, sur la pauvreté dans le monde, qui était quelque chose de relativement nouveau à la banque, qui était purement et simplement intéressé par les taux de croissance du produit intérieur brut et pas grand-chose d'autre. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ? Alors, vous voyez qu'on va en reparler beaucoup. Il y a quelque chose qu'on appelle ici ICP data. ICP, c'est pour le International Comparison Program. Et c'est un programme de comparaison des prix entre pays. Donc, c'est quelque chose qui a commencé il y a relativement longtemps, sous l'égide de la Commission européenne, enfin plus exactement du service statistique de la Commission européenne, qui n'était pas à l'époque Eurostat, qui a simplement pris des paniers de biens de consommation et a demandé au pays de donner une valeur à ce panier de biens de consommation. Et à partir de là, on a défini des parités de pouvoir d'achat des différentes monnaies. Cette initiative européenne s'est ensuite étendue au fur et à mesure du temps, et il y a eu de plus en plus de pays qui ont été incorporés à ce programme de comparaison internationale. Alors, j'ai laissé le titre en anglais parce que je me suis effectivement inspiré d'un tableau qui est en anglais, et je dois dire que les sigles sont ici extraordinairement trompeurs parce que le ICP, ça fait presque partie c'est presque la même chose que IPC, qui en français serait indice de prix à la consommation, qui en anglais est le CPI. Et donc, on est partout, tout le temps, exactement avec les mêmes trois lettres. Et ça rend les choses un peu compliquées. J'espère que vous y retrouvez. Donc, ICP ou ICP, c'est ce programme de comparaison internationale. Une des premières éditions, c'était en 1975. Donc, Ahluwalia s'est intéressé à utiliser ces données-là pour faire de la comparaison internationale. Le seuil de pauvreté qui a été retenu dans leur analyse était un seuil indien, qui était grosso modo la médiane indienne de consommation par tête. Ils ont utilisé des données d'enquête qui provenaient de 36 pays, pour être honnête, pas tout à fait, 22 pays, et ils ont projeté, à partir de ces 22 pays, ils ont fait une estimation, une prévision pour 14 autres pays, et ça couvrait à peu près 80% de la population mondiale, et ça a été une des premières estimations de la pauvreté mondiale. Alors, ensuite, on a repris, Ravalion et d'autres à la Banque mondiale, ont repris cette idée, mais on dit, mais pourquoi est-ce qu'on va utiliser la médiane indienne ? Il y a quelque chose qui est pas vraiment universel dans tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, leur idée était la suivante, dire, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quels sont les seuils officiels de pauvreté dans un ensemble de pays en développement. Et puis on va dire, si jamais on se rend compte qu'il y a un plancher à ces seuils officiels de pauvreté, on va considérer que ce plancher, c'est ce qui correspond au seuil de survie de la part des habitants. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis sur un graphique les seuils de pauvreté officiels corrigés par les parités de pouvoir d'achat, exprimées en dollars en utilisant des parités de pouvoir d'achat postérieures à 1975, et ils ont obtenu un graphique qui ressemble à ça. Ça, c'est le dernier graphique qu'ils ont, qui est pour la dernière mesure, mais je n'ai pas retrouvé le graphique initial dans le premier papier là-dessus, mais la technique est la même. Vous avez en abscisse ici le log de la consommation par tête en parité de pouvoir d'achat de 2005 pour un certain nombre de pays. Et en ordonnée, vous avez le seuil de pauvreté officielle exprimé aussi en dollars
et parité de pouvoir d'achat. Et vous vous rendez compte qu'il y a effectivement un plateau horizontal au début, et c'est effectivement tentant quand on regarde ça de se dire, bah, finalement, ce qu'il y a d'incompressible, c'est ce plateau qui est là. Et la décision a été prise de dire, on va définir le seuil mondial de pauvreté comme étant la moyenne ou la médiane de cet ensemble de pays qui ont des seuils de pauvreté les plus bas. Alors ici, les pays qui sont, alors ça c'est dans la dernière, c'est pour 2005, les pays qui sont là, c'est le Malawi, Mali, Éthiopie, Sierra Leone, Niger, Ouganda, Gambie, Rwanda, Guinée-Bissau, Tanzanie, Tadjikistan, Mozambique, Tchad, Népal et Ghana. Donc une majorité de pays africains, bien sûr, et quelques pays extérieurs. Je crois qu'il n'y a que le Népal qui est en dehors de ça. Et c'est de cette façon que les choses ont procédé. Alors vous avez maintenant dans le même tableau que tout à l'heure les étapes successives. Donc vous voyez qu'il y a eu des estimations qui ont été refaites en 1990, en 2001, puis en 2008. Ces estimations sont basées, comme vous pouvez le voir dans la ligne ICP, sont basées systématiquement sur des nouveaux chiffres de parité de pouvoir d'achat. On avait au départ les données de 75, on a eu ensuite les données pour 85, ensuite pour 93, ensuite pour 2005. Et chaque fois, c'était cet organisme qui plutôt est un organisme fédérateur, qui collecte ces prix dans le monde entier, chaque fois, à chaque vague, a ajouté des pays dans sa collecte de données. Mais ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'en même temps, la méthodologie de collecte ou de calcul de ces parités de pouvoir d'achat a changé. Vous pouvez imaginer que c'est quelque chose de très compliqué. On ne peut pas imaginer d'avoir un panier de biens de consommation unique qu'on va donner à tous les pays du monde en disant donner une valeur à ce panier de biens de consommation. Je crois que dans les chiffres de 93, dans le panier de biens de consommation qui avait été donné à tout le monde, il y avait une bouteille de Bordeaux. Effectivement, vous êtes au fin fond du Népal et vous dites, alors c'est quoi le prix d'une bouteille de Bordeaux? Il y a de fortes chances que le prix de la bouteille de Bordeaux va être absolument gigantesque. Et pour peu qu'on ait donné un petit peu de poids à la consommation de vin dans le panier de consommation, on va avoir des résultats qui seront complètement aberrants. Et ces erreurs, elles ont été corrigées au cours du temps. Mais il n'est pas sûr qu'on soit aujourd'hui dans une situation qui est parfaitement satisfaisante. En 2005, par exemple, ils avaient, les gens qui étaient responsables de ça, qui sont au demeurant des statisticiens de très très haut niveau. Il y a Summers qui est là, il y a Angus Deaton qui était un des pionniers de ça. En 2005, ils avaient imaginé que pour faire de la comparaison internationale, on partirait d'indices régionaux. Donc on pourrait faire des comparaisons internationales au niveau d'une région en se disant finalement les paniers de consommation sont un peu moins différents à l'intérieur de l'Afrique qu'ils peuvent l'être entre l'Afrique et l'Europe ou l'Afrique et l'Amérique du Nord. Et puis ensuite on va trouver un système pour essayer de relier les régions entre elles. Et finalement on a trouvé aussi que ça posait beaucoup de problèmes. Donc la dernière mouture qui est 2011, dans laquelle je parlerai dans un moment, a essayé de corriger ça. Donc c'est ça les énormes modifications qui ont lieu. Ensuite, sur ce tableau, il est indiqué le nombre de pays, en reprenant le graphique que j'ai montré il y a un instant, le nombre de pays sur lesquels se base la définition du seuil de pauvreté. En 90, Ravalion et ses collègues avaient retenu uniquement 8 pays tout en bas. En 2001, ils avaient retenu 10 pays. En 2008, ils ont retenu 15 pays. Et même ça, c'est très compliqué parce que en 90, dans les pays du bas, on avait la Chine, évidemment. Et puis en 2001-2008, ou plus exactement 93-2005, la Chine était partie, puisqu'elle ne faisait plus partie des pays qui avaient des seuils de pauvreté extrêmement bas. Donc, au fur et à mesure du temps, ce qui est considéré comme consommation incompressible se réfère à des groupes de pays qui ne sont pas les mêmes.
ce qui là aussi peut poser un problème. Bon, et puis alors vous avez tout en bas la ligne de pauvreté qui a été finalement retenue. En 90, c'est là qu'on a inventé cette mesure qui a eu énormément de succès, et on comprend bien pourquoi médiatiquement, parce qu'il s'est trouvé que les seuils de pauvreté, la moyenne, donc la ligne, le plancher qu'on a vu tout à l'heure, correspondait en mensuel à 31 $, et donc par jour à 1 $ par jour et par personne. Donc ça, évidemment, ça faisait tilt. Les communicants dans les organismes internationaux se sont précipités là-dessus en disant la pauvreté à 1 $ par jour et par personne, ça parle, ça montre bien ce que c'est. Et puis, quand de nouvelles vagues du ICP sont arrivées, le 1 $ s'est transformé ensuite en 1,08 $, et puis le 1,08 $ s'est transformé en 1,25, et puis le 1,25 maintenant s'est transformé en 1,90. Et pour montrer le côté un peu paradoxal de tout ça, la ligne suivante vous montre la ligne de pauvreté exprimée en dollars constants de 85. Et là, on se rend compte que c'est effectivement quelque chose qui est un peu difficile à comprendre, puisque en dollars constants de 85, évidemment en 90, le 1,01 était 1,01 par définition, puisque c'était le dollar et les États-Unis qui étaient pris comme référence. Mais vous voyez qu'en 2001, là, le seuil de pauvreté mondial est de 1,08, mais le seuil de pauvreté en dollars de 85 n'est qu'à 0,80. Autrement dit, on a une diminution en dollars constants, alors que en parité de pouvoir d'achat, on a quelque chose qui est constant. Et donc, il y a une sorte d'acrobatie à faire entre les parités de pouvoir d'achat, les taux d'inflation ou les taux d'augmentation des indices de prix à la consommation dans chacun des pays, et c'est ça qui crée effectivement des problèmes de compréhension. Donc voilà, alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2011 ? En 2011, plus exactement en 2015, parce qu'évidemment, ces enquêtes sur les prix, elles ont lieu de façon espacée, mais on a besoin d'un certain temps pour trouver, pour faire tous les calculs, pour faire tout le nettoyage. Les données sont récoltées par les instituts de statistiques nationaux, et donc il faut qu'il y ait une coordination entre eux. Ensuite, il faut vérifier que tout est à peu près correct, après il faut faire les calculs. Donc les chiffres de 2011 sont devenus disponibles en 2015. Le programme de comparaison internationale de prix de 2011 couvrait un nombre de pays beaucoup plus important, 200 pays pratiquement, 1000 biens et services sur divers marchés. Alors avec une technique qui était dans ces biens et services, on peut, dans une région, dire que certains sont importants et d'autres ne le sont pas. Typiquement, la bouteille de Bordeaux au fin fond de l'Afrique n'est pas très importante. Mais par contre, le prix du mil est extrêmement important. Et donc, en jouant sur ces indices d'importance et sur ce panier de biens de consommation de 1000 biens et de services, on arrive à peu près à faire quelque chose de correct. Ce qui est important aussi, c'est que ces chiffres sont collectés dans différentes zones de chaque pays. Un des grands problèmes de 2005 avait été le fait qu'en Chine, les statisticiens chinois n'avaient pratiquement pas collecté de prix dans les zones rurales. Et les indices de prix qu'on avait en Chine correspondaient uniquement au secteur urbain. Et évidemment, les prix du secteur urbain étaient beaucoup plus élevés que les prix du secteur rural. Et ça a énormément biaisé l'indice de parité de pouvoir d'achat pour la Chine. Et donc là, en 2011, les statisticiens ont insisté sur le fait qu'il fallait absolument couvrir l'ensemble du pays. Il y a des changements de méthode, mais je ne vais pas insister là-dessus. Et les indices sont disponibles. Là aussi, ça peut poser un problème pour des agrégats. Ces indices ont été conçus avant tout pour comparer des chiffres de comptabilité nationale, des chiffres de PIB, des chiffres de consommation, plutôt que pour regarder le niveau de vie, les standards de vie des gens les plus pauvres. Donc, la première question qu'on peut se poser ici, c'est mais ces indices-là, quand on essaye de comparer le pouvoir d'achat de personnes qui sont pauvres, est-ce que ça a un sens? Il ne faudrait pas définir des indices
des parités de pouvoir d'achat pour les pauvres. Et c'est une direction dans laquelle il faudrait probablement aller dans le futur. Alors, un petit mot sur le type de difficulté qu'on a au moment où de nouvelles parités de pouvoir d'achat apparaissent. Alors, premier point, je suis sûr qu'on définit correctement les parités de pouvoir d'achat. La parité de pouvoir d'achat est définie comme un taux de change. On change le taux de change, si vous voulez. Et là, vous avez un exemple pour l'Inde. 1 dollar américain aujourd'hui vaut à peu près 65 roupies indiennes, au taux de change officiel. Quand on prend en compte le pouvoir d'achat relatif de 1 dollar aux États-Unis, de 1 dollar en Inde, on arrive à un nouveau taux de change qui est un taux de change de 22 roupies. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'avec 1 dollar, on peut acheter 3 fois plus en Inde qu'on peut acheter aux États-Unis. On peut acheter 3 fois plus à Delhi qu'on peut acheter à New York. Hein? Et c'est ça. Donc les parités de pouvoir d'achat, il faut le voir comme une correction du taux de change, un nouveau taux de change. Alors d'autres personnes préfèrent utiliser l'indice de correction du pouvoir d'achat, c'est-à-dire avoir un chiffre qui est sans aucune unité. Hein, le taux de change de PPP en Inde, c'est 22 roupies. On pourrait dire que l'indice de correction du taux de change officiel pour arriver au taux de change PPP, c'est 3. Et donc, certains préfèrent utiliser 3. Je suis la technique ou l'habitude en utilisant ces taux de change en parité de pouvoir d'achat. Alors, la difficulté, c'est la suivante. Et je vous explique ce qui s'est passé quand on a essayé de passer des parités de pouvoir d'achat de 2005 à celles de 2011. Si je prends un pays particulier, au départ, la mesure de pauvreté, c'est 1,25. Je multiplie ça par le taux de change de parité de pouvoir d'achat de 2005 et j'ai en monnaie locale le seuil de pauvreté international. J'ai le 1,25 exprimé en pouvoir d'achat international et en monnaie locale. Maintenant, si je veux savoir comment ce chiffre a évolué dans le pays, si j'ai des indices de prix à la consommation, il suffit de regarder l'inflation entre 2005 et la nouvelle estimation que je veux, qui est 2011. Donc, si je prends le début de cette équation, j'ai au départ la pauvreté en seuil en monnaie locale, multipliée par l'inflation locale, et puis en fin de parcours, je veux revenir à des dollars, donc je divise par la parité de pouvoir d'achat de 2011. Quand je fais tout ce calcul-là, je ne retrouve pas un 25. Je ne retrouverai pas un 25 à partir du moment où l'inflation donnée par l'indice de prix à la consommation n'est pas la même que l'inflation donnée par les parités de pouvoir d'achat. Donc, le programme international de comparaison des prix va nous dire, voilà, les prix en 2005 en Inde, c'était tant, les prix en 2011 en Inde, c'est tant, basé sur ses propres paniers de biens de consommation, basé sur sa technique d'estimation. Mais les Indiens vont dire, nous, on a notre indice de prix à la consommation qui est collecté tous les mois, on regarde ces indices de prix à la consommation et on se rend compte que l'inflation entre 2005 et 2011 n'est pas du tout celle que vous nous dites. Et c'est parce qu'il y a cette espèce d'écart entre ce que nous disent les indices de prix à la consommation nationaux et ce que nous disent l'enquête sur le ICP, de comparaison internationale des prix, que ça nous pose des problèmes. Parce que l'évolution, elle va dépendre du pays. Un pays dans lequel l'écart entre les deux inflations est très fort va avoir une correction de sa limite de son seuil de pauvreté en monnaie locale qui va être complètement différent d'un pays dans lequel, au contraire, les seuils vont être les mêmes. Pour vous donner un exemple, c'est ce qui est tout en bas. Si je prends les États-Unis, par définition, aux États-Unis, les indices de parité de pouvoir d'achat sont 1. Mais il y a une inflation entre 2005 et 2011.
aux États-Unis qui a été de l'ordre de 15%. Donc, normalement, si je m'intéresse aux États-Unis, le 1,25 aurait dû être transformé en 1,25 fois 1,15. Et quand sont sorties ces données-là, il y a des gens qui ont fait le calcul en disant la nouvelle, en 2011, le seuil de pauvreté à retenir, ça devrait être 1,25 fois 1,15, en regardant uniquement l'inflation américaine. Mais évidemment, le problème, c'est qu'il faut prendre en compte l'inflation qui a eu lieu dans tous les autres pays. Et c'est ça qui rend l'exercice difficile et qui fait que, au lieu de prolonger le 1,25 et de dire que vaut 1,25 une fois qu'on a fait ces opérations-là, au lieu de faire ça, ce qui a été décidé, c'était de refaire complètement, de reprendre complètement la méthodologie, de dire maintenant, on est en 2011, on regarde pour 2011 les chiffres de pauvreté, les seuils de pauvreté officiels de tous les pays en développement, et on regarde quelle est la moyenne de ceux qui sont au plancher. Comme les pays avaient de nouveau beaucoup changé, ce qui a été décidé, c'est de dire on va prendre les pays sur lesquels le seuil de pauvreté était défini en 2005, et on va regarder pour ces pays-là quel est le seuil de pauvreté moyen exprimé en parité de pouvoir d'achat de 2011. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à 1,90. Et donc le 1,90, c'est ce nouveau seuil mondial de pauvreté. Alors, vous voyez qu'en faisant cet exercice-là, on n'est absolument pas sûr de ce qu'on va trouver à la fin. On est en train de changer les chiffres de pauvreté dans les différents pays. Et donc, la pauvreté mondiale risque de changer. Et là, coup de veine, on a trouvé, au niveau mondial en tout cas, qu'en faisant cette opération-là, on n'était pas très très loin du chiffre antérieur, du chiffre qui était basé sur 2005. Et donc on a gardé ça. Maintenant, ceci ne signifie absolument pas que pour chaque pays, on est proche de là où on était avec les chiffres de 2005. Il y a des pays pour lesquels les changements sont importants, et notamment d'ailleurs la Chine, encore une fois. Pourquoi? Parce que, j'ai dit tout à l'heure, la Chine avait une mauvaise estimation de prix en 2005, elle a une meilleure estimation de prix en 2011, et c'est comme ça que la pauvreté chinoise a diminué entre les chiffres basés sur 2005 et les chiffres basés sur 2011. Et puis il y a d'autres pays qui se trouvent dans des situations pareilles, notamment il y a des pays dans lesquels les indices de prix à la consommation sont de temps en temps relativement fous, dans lequel on a... dès qu'un pays se trouve dans une situation d'inflation accélérée, on a des problèmes importants, parce qu'on ne sait plus très très bien ce que signifient ces indices de prix à la consommation. Donc il y a des pays pour lesquels il y a effectivement des changements qui sont non négligeables, mais au total, et je vais vous montrer dans un instant que les choses fonctionnent plutôt pas mal, au total, on n'a pas des modifications qui sont majeures. Donc c'est ça qui a plus ou moins lancé ou déclenché le besoin de réfléchir à ces seuils de pauvreté. Vous avez ici la dernière colonne qui correspond donc maintenant à 2015, où le seuil de pauvreté est de 1,90 $ par jour et par personne, et vous avez de nouveau les mêmes comparaisons qui ont été faites auparavant. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est ça. Ça, c'est l'évolution de la pauvreté mondiale, telle qu'elle est décrite aujourd'hui sur le site de la Banque mondiale. Donc la courbe en bleu, c'est la pauvreté mondiale. En dessous, vous avez des courbes pour la pauvreté dans différentes régions. La courbe marron, c'est le sud-est asiatique. En bleu, vous avez l'Asie du Sud, donc la péninsule indienne. En bleu plus foncé, c'est l'Afrique subsaharienne. Et en vert tout en bas, c'est l'Amérique latine. Et on pourrait mettre encore une autre courbe qui serait le Moyen-Orient, qui est encore plus bas que l'Amérique latine. Et c'est le nombre en millions, le nombre de pauvres dans le monde. Et les courbes en très plein, c'est les courbes qui correspondent à 2011. Les courbes en pointillés sont les courbes de 2005. Les courbes qui étaient basées sur les parités de pouvoir d'achat de 2005. Et donc vous voyez qu'il y a des écarts
hein, sans aucun doute. Alors, il se trouve que le site de la Banque mondiale qui donne tous ces chiffres de pauvreté était en panne hier soir. J'ai pas regardé, j'ai pas eu le courage ce matin de regarder s'ils avaient réparé, et donc j'ai pas pu faire l'exercice total. Il me manque les chiffres de 2005 pour la période un petit peu plus récente. Donc je m'arrête en 2005, mais vous voyez que déjà en 2005, au niveau mondial, la différence est vraiment mineure. Et même quand on prend l'Asie du Sud-Est, qui comprend la Chine, on se rend compte aussi que la différence est mineure. Ce qui est surtout important, c'est le fait que l'évolution est tout à fait comparable. Et donc, je me souviens quand j'étais dans cette situation d'avoir expliqué il y a une dizaine d'années aux Chinois qu'ils avaient beaucoup plus de pauvres qu'ils ne pensaient, je leur ai immédiatement dit, mais la diminution du nombre de pauvres est la même. Donc, vous devez être content, satisfait. De ce point de vue-là, vos performances de développement n'ont pas changé. Donc, au total, ça n'est pas un problème majeur, mais vous vous rendez compte tout de même qu'il y a un énorme problème de crédibilité pour des organismes internationaux, surtout quand ces organismes internationaux ont décidé de baser la stratégie de développement mondial sur des indicateurs de pauvreté, de périodiquement changer les chiffres. Et c'est ça qui fait qu'on lit de temps en temps des opinions, des blogs qui disent, ou des articles qui disent, mais il est évident que les Nations Unies, en accord avec la Banque mondiale, maquillent les chiffres de pauvreté. La preuve, regardez, en telle année, pour tel pays, donnait tel chiffre, et puis 5 ans plus tard, pour le même pays et la même année, il donne un autre chiffre. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. On sait tout de même que les statisticiens ont l'habitude de réviser leurs estimations, mais dans certains cas, la différence est un peu importante. Donc voilà ce que je voulais dire sur le problème de la mesure de la pauvreté mondiale. Je vais aller vite maintenant sur les questions abordées par la commission Atkinson. Alors, deux ensembles de questions. Premier ensemble de questions sur ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce problème de changement, de variabilité des estimations de pauvreté mondiale et de pauvreté pays qui viennent avec les modifications du programme ICP. La décision ou la recommandation qui est faite, c'est de dire, d'ici à 2030, puisque les Nations Unies ont fixé comme objectif du développement durable l'éradication de la pauvreté ou la diminution de la pauvreté à 3% d'ici 2030, d'ici 2030, on doit garder exactement la même mesure. Donc on doit garder l'ancrage sur les parités de pouvoir d'achat de 2011 et ajuster d'année en année les seuils de pauvreté nationale par l'inflation dans les différents pays. Et la chose importante, c'est qu'effectivement, on verra apparaître dans quelques années d'autres chiffres de parité de pouvoir d'achat. Sans aucun doute, beaucoup de gens vont dire, mais regardez, ces nouveaux chiffres de parité de pouvoir d'achat nous donnent une estimation de la pauvreté mondiale légèrement différente, ou une estimation de la pauvreté dans certains pays légèrement différente. Vous devriez utiliser ça. Mais on ne peut pas être dans une situation dans laquelle on mesure un changement de température avec un thermomètre qui change au fur et à mesure du temps. Il faut qu'on ait une mesure qui soit constante. Et donc, ce qui est important, et ça, bon, c'est quelque chose sur lequel j'ai essayé d'insister personnellement, c'est de bien indiquer que la mesure selon laquelle on va estimer, évaluer les progrès des ODD, c'est une mesure qui est ancrée sur le 1,90 $ en parité de pouvoir d'achat de 2011. Peut-être que plus tard, des gens diront, avec les parités de pouvoir d'achat de 2020 ou de 2025, on a ceci, on a cela. Oui, et c'est une information intéressante, mais pour mesurer, pour évaluer les efforts et les résultats des efforts de développement qui ont été réalisés pour éliminer la pauvreté, il faut garder la même mesure. Vous avez quelque chose de très similaire dans le cas européen. Et ça s'est posé la question au moment de la récession de 2009. En Europe, on mesure la pauvreté comme étant
les gens qui sont en dessous de 50%, de 60% du revenu médian par tête, du revenu disponible médian par tête. Et évidemment, c'est un seuil qui bouge au fur et à mesure du temps. Quand vous êtes dans une récession, il est tout à fait possible que cette pauvreté diminue. Parce que, éventuellement, les pauvres seront un tout petit peu moins affectés par la récession que les autres. Et donc, on va dire à la population, formidable, il y a une récession, la pauvreté a diminué. Alors qu'en fait, en termes absolus, la pauvreté peut vraiment avoir augmenté. Et c'est à ce moment-là que dans les chiffres de pauvreté publiés par un certain nombre d'organismes, il y avait une distinction qui était faite entre pauvreté courante, mesurée par rapport au revenu médian de la période courante, et un revenu ancré sur le seuil d'une année de référence. Et là, la proposition qui est faite, c'est ça, c'est de dire qu'il faut absolument ancrer la mesure de pauvreté. Ensuite, il y a d'énormes efforts à fournir. Là, je ne vais pas m'éterniser. C'est plutôt des problèmes qui concernent les instituts de statistique et la coordination statistique internationale. On a des pays qui n'ont pas de données ou des données très rares. Une enquête sur les 30 dernières années. Qu'est-ce qu'on fait pour ces pays-là ? Il y a un problème d'homogénéisation de définition. Des pays utilisent le revenu et d'autres pays utilisent la consommation. Quelque part, on sent bien que mesurer la pauvreté en termes de revenus par tête ou en termes de consommation par tête, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a aussi la question de savoir est-ce que c'est divisé par le nombre de membres d'un ménage ou est-ce qu'il faut diviser par le nombre d'unités de consommation, qui de nouveau donnerait des résultats différents. Problème d'améliorer la cohérence entre la comptabilité nationale et les données d'enquête, et en particulier pour faciliter l'extrapolation. Quand on essaye d'estimer la pauvreté aujourd'hui, en 2015 ou 2016, alors qu'on a des pays dans lesquels la dernière enquête remonte à 2011, il faut qu'on arrive à extrapoler. Et on va extrapoler sur quelle base ? On va probablement extrapoler en disant, on va supposer que le seuil de pauvreté, que les revenus ont augmenté de façon proportionnelle pour l'ensemble de la population, en accord avec ce que nous dit la comptabilité nationale sur l'évolution de la consommation totale des ménages par tête. Donc, le fait qu'on ait besoin d'une cohérence entre la comptabilité nationale et les données d'enquête est important. Cette cohérence, tous les statisticiens et les comptables nationaux vous diront qu'aujourd'hui, elle est très approximative. Puis il y a aussi ce problème d'évaluer la couverture des données d'enquête, et j'en ai parlé, et les chiffres officiels de population. On sait que dans certains pays, il y a des populations qui sont purement et simplement absentes. Une idée qui est venue dans les discussions qu'on a pu avoir, et qui me semble extrêmement importante, ce serait pas mal de pouvoir évaluer l'erreur ou l'imprécision qui est faite sur les chiffres qui sont publiés. C'est extraordinaire de dire la pauvreté dans le monde aujourd'hui, c'est égal à 918 millions, 32. Il y a derrière tout ça une énorme incertitude. Alors, je ne parle pas des erreurs d'échantillonnage, dont on peut imaginer, dont on peut espérer qu'elles peuvent se compenser d'un pays à un autre. Mais il y a des erreurs qui ne sont pas des erreurs d'échantillonnage, qui sont des populations manquantes, qui sont des concepts qui ne sont pas corrects, qui font qu'il y a une imprécision sur ces chiffres. Et ce serait tout de même bien de pouvoir avoir une idée sur l'imprécision, de façon à pouvoir dire voilà un intervalle plutôt qu'une valeur ponctuelle. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, est-ce qu'il faudrait aussi penser à définir des parités de pouvoir d'achat spécifique des ménages pauvres? Ça signifie aussi que des indices de prix à la consommation dans chaque pays devraient être aussi spécialisés sur les ménages pauvres. Et il y a aussi cette vision qui nous semble aussi importante, parce que c'était un des éléments de débat au moment de la réflexion collective sur les objectifs de développement durable. C'est-à-dire qu'il faudrait être sûr qu'il y a une cohérence entre la pauvreté telle que mesurée dans la mesure à l'occasion de la mesure de la pauvreté mondiale, et les pauvretés mesurées nationalement. Est-ce que c'est cohérent ou est-ce qu'il y a des écarts ? L'évolution n'est pas la même. Si c'est le cas, il est évident qu'il y a quelque chose à examiner de façon approfondie.
Et puis finalement, une réflexion sur une appréciation élargie de la pauvreté mondiale, de nouveau dans tout le débat qui a eu lieu dans la préparation des objectifs du développement durable. Il y a eu énormément de critiques faites aux objectifs du millénaire en disant mais la façon dont vous mesurez la pauvreté n'est pas bonne, elle est trop restrictive. La pauvreté, c'est beaucoup d'autres choses. Alors, d'une part, on peut vouloir aller plus loin que le nombre de pauvres, ce que j'ai dit tout à l'heure, au moins indiquer et calculer l'écart de pauvreté, ce qu'on appelle le poverty gap, à quelle distance la personne pauvre moyenne est du seuil de pauvreté. On peut, sans aucune difficulté avec les données actuelles, mesurer le nombre de femmes, le nombre d'enfants, le nombre de jeunes adultes qui sont dans des ménages qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ça, ce sont des choses qu'on fait de façon absolument routinière dans les pays développés, en particulier en Europe. Et c'est important de savoir s'il y a effectivement une exposition à la pauvreté qui est plus forte pour ces catégories de population. Il y a cette idée aussi d'aller vers une mesure, ce qu'on appelle sociétale de la pauvreté, qui en fait combine des mesures absolues et des mesures relatives. Voilà le schéma sur lequel on peut se reposer. En abscisse, vous avez le revenu national par tête dans différents pays. En ordonnée, c'est un revenu individuel. La ligne horizontale, c'est un seuil absolu de pauvreté. Et la ligne oblique correspond à un certain pourcentage du revenu national par tête, du revenu national moyen. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en Europe. La différence, c'est que ce n'est pas exactement un pourcentage du revenu national par tête. Vous voyez que l'ordonnée à l'origine n'est pas exactement zéro. Donc il y a une petite modification, mais ça ressemble à ça. Et vous avez donc deux types de pauvreté. Les gens qui sont en dessous du seuil absolu de pauvreté, c'est la pauvreté absolue. Mais les gens qui sont entre ce seuil et l'oblique qu'on a là, qui correspond à des pays à revenus intermédiaires, c'est la pauvreté relative. Et donc on peut tout à fait généraliser nos mesures de pauvreté en disant ce n'est pas uniquement la pauvreté absolue. Je parlais tout à l'heure du Brésil. Le Brésil va être un pays dans lequel la pauvreté absolue sera faible, très très faible, mais par contre la pauvreté relative sera très importante. Et c'est une façon d'arriver à intégrer deux visions de la pauvreté qui nous semblent importantes. Ça revient à une proposition qu'on avait faite avec Atkinson il y a déjà un certain nombre, dans une conférence à Paris, il y a déjà un certain nombre d'années. L'idée aussi d'avoir un écran radar qui comprenne des indicateurs non monétaires de pauvreté, santé, éducation, sécurité, logement, environnement. Il ne faut pas en avoir trop, parce que plus on a de dimensions dans des écrans radars et moins on voit de choses. Et ces écrans radars, évidemment, sont au niveau national plutôt qu'au niveau mondial. Et puis, effectivement, il faut prolonger ou adopter ou peut-être compléter la mesure multidimensionnelle de pauvreté qui est utilisée à l'heure actuelle aux Nations Unies par le rapport sur le développement humain dans le monde, dû à Sabina Al-Khairi et James Foster. Et de nouveau, là, il y a une question de savoir comment est-ce qu'on définit les déprivations, dans quelles dimensions, lesquelles on prend en compte. Et il y a un problème de coordination ou d'uniformisation dans les différentes enquêtes à faire dans le monde. Donc c'est quelque chose qui est peut-être beaucoup plus ambitieux. Les premiers points peuvent être réalisés dès maintenant. Les deux derniers points demandent pas mal d'efforts statistiques. Il y a aussi cette idée qui est aussi recommandée par beaucoup de gens de dire mais on a de plus en plus de données subjectives. On a ces données sur la satisfaction, sur le bonheur, etc. Dans beaucoup de ces enquêtes-là, on demande aux gens, à votre avis, combien il faut de revenus pour vous pour joindre les deux bouts. Et si vous n'avez pas ce revenu-là, vous êtes dans la catégorie pauvre. Ces enquêtes existent, elles sont même plus légères que beaucoup d'enquêtes auprès des ménages. Pourquoi ne pas exploiter cette information? Donc je conclus. Plusieurs des suggestions que je viens de faire
peuvent être très facilement mises en œuvre au niveau mondial tout de suite. Et je crois que ça améliore énormément la vision que l'on peut avoir de la pauvreté. Alors, c'est vrai que les journalistes et les hommes politiques, et le personnel politique, ont tendance à se reposer sur des chiffres simples. Et un nombre de pauvres, ou une proportion de pauvres, c'est simple. Mais il nous semble qu'il est important que l'ensemble de l'information soit disponible. Et par exemple, c'est l'histoire de pauvreté sociétale, c'est probablement un concept qu'on devrait pouvoir faire avancer progressivement dans l'opinion de ces décideurs. Alors, l'effort statistique nécessaire pour avoir quelque chose de satisfaisant est considérable. De nouveau, quand j'étais à la banque, j'ai essayé de militer ou d'organiser la coopération dans le domaine statistique, avec l'aide d'ailleurs de gens de l'INSEE. Et c'est un travail absolument considérable d'essayer, parce que c'est non seulement un problème de moyens, ça coûte pas très cher de générer toutes ces données, ça coûte pas très cher. Le problème est un problème de capacité, un problème de capital humain pour générer ces données. Il n'y a pas, purement et simplement, dans beaucoup de pays, il n'y a pas suffisamment de gens, de statisticiens, qui peuvent produire de façon satisfaisante, de façon régulière, toutes ces données. Mais, et je terminerai là-dessus, le problème reste entier du choix du seuil de pauvreté. Alors c'est assez remarquable de voir que finalement on est aujourd'hui on fonctionne aujourd'hui comme définition de la pauvreté mondiale sur une idée très ingénieuse de chercheurs qu'on a transformée en norme mondiale. On peut très bien ne pas être satisfait avec ça et de dire non, mais la pauvreté au niveau mondial, il faudrait l'asseoir sur une collecte de données ou sur une évaluation beaucoup plus précise, beaucoup plus sérieuse, plutôt que cette espèce de contournement du problème qui a été fait par ces chercheurs. Et donc, d'une façon ou d'une autre, ça revient bien à reposer la question des besoins de base, qui a un petit peu disparu de la réflexion sur le développement, qui était très très en avant dans les années 70 et le début des années 80. Alors, ça a été abandonné parce que ça donne des résultats un peu bizarres. Hein. Ça a été, je ne sais pas si vous savez, mais une des premières applications des besoins de base a été faite par un économiste qui a presque inventé la programmation linéaire avec ça. Parce que l'idée était de dire, on va prendre des besoins nutritionnels élémentaires en termes de calories, de protéines, etc. Et on va prendre des biens alimentaires et on va regarder quelle est la combinaison de ces aliments qui vont satisfaire toutes les contraintes de protéines, de minéraux, etc., etc. Et on va faire ça donc par programmation linéaire. Quel est le budget minimal dont on a besoin pour avoir le nombre de protéines dont on a besoin pour survivre? Alors le problème de ça, c'est que ça donne des situations de bang-bang. Il suffit que le prix d'un aliment change un tout petit peu pour que le régime alimentaire change radicalement. Comme ça, il y a un économiste historien de Oxford, Bob Allen, qui a sorti un papier il n'y a pas très longtemps, dans lequel il a fait cet exercice-là, avec les données d'ailleurs, les dernières données du programme de comparaison internationale des prix, et dans lequel d'ailleurs, en faisant ça, il est arrivé à dire finalement le 1,90 n'est pas complètement aberrant. J'arrive à des choses un peu similaires avec tel type de régime alimentaire de base. Mais ce qui était remarquable dans l'exercice qu'il faisait, et de nouveau ça concerne la Chine, c'est qu'il montrait qu'avec les prix dont il disposait, les Chinois ne devraient pas consommer de riz, mais devraient consommer essentiellement du blé. Mais s'ils changeaient un tout petit peu le prix du blé et du riz, immédiatement, les Chinois se mettaient à consommer uniquement du riz. Donc l'exercice est intéressant, mais on voit bien ses limites. Et là, il y a vraiment un grand enjeu et un grand domaine, je crois, pour la recherche. Et je m'arrête là. Merci beaucoup.